Alors à présent, je vais donner la parole à Marie-Hélène Boucan, qui est médecin et docteur en éthique. Marie-Hélène, est-ce que tu es parmi nous? Ouais, ouais. Voilà. Je te donne la parole. Donc tu as participé très activement à notre groupe de travail et je pense que tu as beaucoup de choses à partager avec nous. Non, pas tant, pas tant. Donc moi, tu m'as demandé surtout effectivement de faire un retour sur nos quelques séances par visio de travail au fur et à mesure que les mois se déclinaient. Euh, voilà, moi je trouve que le premier plus du travail, ça a été de reconnaître qu'on n'avait pas su faire et de pas d'être dans la modestie de la relecture de tout ce qui avait été un peu de travers et de ce qu'on pouvait espérer mieux faire à la prochaine crise. Le deuxième point qui était de ne pas rester sur une sidération, parce qu'on a quand même tous été le 17 mars 2020, mais de se donner les moyens de partir sur à la fois une réflexion, à la fois sur des conduites à tenir très pragmatiques, très pratiques, pour essayer de construire un avenir, c'est-à-dire de ne pas en rester sur bon, ça a été difficile et qu'est-ce qu'on fait de ça, quoi. Mais ouvrir quelque chose, donc moi je trouvais que c'était plutôt dynamique et que ça ouvrait vers oui, vers un avenir possible qui serait différent, même si ben, on ne saura peut-être pas tout mieux faire, mais peut-être mieux faire certains points. Le troisième, j'ai fait vraiment très soft, hein. Le troisième point que moi j'ai ressenti dans notre manière de travailler, c'est un petit peu comme si les personnes en situation de handicap venaient révéler les choses fondamentales de notre quotidien. Bon, c'est une expérience que je fais souvent, à la fois dans la mesure où je travaille beaucoup avec des personnes en situation de handicap, à la fois parce que j'étais médecin de MPR et à la fois parce que je suis en situation de handicap. Et voilà, la crise et la situation de handicap comme révélateur, un peu comme un révélateur photographique qui montre ce qui n'était pas visible, ou en tout cas pas évident. Et dans cette notion dans ce rôle de révélateur, ce qui était évident quand on a travaillé, c'était l'idée des poupées russes. C'est-à-dire qu'il y avait une question qui amenait une autre question, qui amenait une troisième question, et ainsi de suite. Et pour reprendre la question qui a été évoquée tout à l'heure sur le doute et l'incertitude, moi je crois que tout a été traversé par l'incertitude et par la découverte. Alors ça, moi j'ai pas mal travaillé là-dessus, que la médecine, sauf pour certains gourous, n'était pas une science exacte, mais une science habitée par l'incertitude. Et je pense que ça a été très compliqué pour de nombreuses personnes. Alors, 4 points que j'ai retenus de ce rôle de révélateur. L'ingéniosité qui a été mise en route, qui fait que les équipes ont trouvé des solutions, que la visio, voilà, 2 ans, bon, on faisait peut-être un petit Skype de temps en temps. Aujourd'hui, c'est devenu du quotidien. Travailler la distance, enfin bon, on connaît bien cette fameuse bonne distance du soignant. Ben, j'en ai jamais entendu parler parce que de toute façon c'est pas une bonne notion. Euh, c'est comment être présent à l'autre. Et du coup, je trouve que la distance s'est transformée en comment être présent tout en étant distant. Et en utilisant les bons termes, c'est-à-dire pas la distance sociale, mais la distance physique. Je me bats un petit peu en permanence là-dessus, parce qu'on peut être en distance physique et en totale présence. Donc, travailler ces deux notions, voilà, je trouve que ça a été des lieux de travail de certaines équipes, en tout cas des équipes que j'accompagne ou que je connais.
Le deuxième point, c'est que c'était étonnant parce que avant le mars 2020, n'étaient vulnérables que les gens qui avaient une maladie chronique grave ou très invalidante ou en situation de handicap. Là, on est tous devenus plus ou moins vulnérables. Donc la notion de vulnérabilité a complètement changé et je crois que ça vaut vraiment la peine de continuer à la retravailler pour à la fois voir ce qu'elle a de commun, mais voir aussi ce qu'elle a de spécifique en situation de handicap. Voilà le troisième point qui était un peu présent tout le temps dans tous nos travaux de fiches, c'était ce qu'on a appelé l'autodétermination, le consentement, avec toutes les difficultés, toute l'ambiguïté du consentement, puisque en permanence, il était contrebalancé par la notion du risque. Donc, voilà, comment faire émerger un consentement qui soit un vrai consentement, où le non est possible. Pour qu'il y ait un oui, il faut que le non soit possible. Et puis, il faut du temps. Et là, on a été quand même dans des décisions qui, pour les premières, ont été très prises dans l'urgence. Voilà, et le quatrième point qui était présent tout au long de nos rencontres, c'était l'équilibre précaire entre l'individuel et le collectif. Voilà, qui se retrouve de façon encore plus prenante dans la notion du vaccin. Voilà, moi actuellement les équipes que j'accompagne sont totalement bouleversées entre les absences de ceux qui n'ont pas voulu être vaccinés, ceux qui sont malades parce que les enfants sont malades ou cas contact, ceux qui ont démissionné parce qu'ils ont voulu faire autre chose, et des équipes qui sont en manque dans le médico-social majeur de personnes vaillantes qui peuvent être sur place et qui ne sont pas suffisamment absentes et déstructurées pour déstructurer la structure. Enfin, c'est une vraie problématique. Et en fait, j'avais envoyé à Sébastien une histoire qui, moi, m'a beaucoup interpellée, qui est une histoire du devenir, qui sera peut-être la 10e fiche, je ne sais pas, sur le vaccin et les enjeux de la vaccination. Voilà, c'est une histoire qui a été vécue dans une crèche de Lyon, une crèche qui accueille des enfants en situation de handicap et des enfants non en situation de handicap, donc une crèche mixte. Et dans l'une d'elles, il y a un petit garçon de 2 ans qui est trachéotomisé, voilà, le personnel est formé pour l'aspiration trachéale et la directrice de la crèche, dès le départ, a interpellé l'ARS pour savoir, enfin, quand le vaccin était disponible, bien sûr, pour savoir si le personnel qui était autour de cet enfant était en obligation vaccinale ou pas. Et l'ARS lui a répondu que non, qu'elle ne pouvait pas obliger le personnel à être vacciné. Voilà. L'auxiliaire puère de cet enfant apprend qu'elle est cas contact. La directrice, donc non vaccinée, elle a refusé d'être vaccinée. La directrice lui demande de manger dehors, de prendre son repas dehors et puis de partir dès que la relève est arrivée. Et le père de l'enfant se présente, voit l'auxiliaire dehors, lui dit « Mais qu'est-ce que vous faites dehors ?» Et la puère lui répond ben, « Je suis cas contact et je ne suis pas vaccinée, donc je suis à distance le temps que la relève arrive. » Voilà, à partir de ça, eh bien, le papa est parti avec l'enfant, n'a pas voulu le laisser. Ça, c'était au mois de décembre. Et actuellement, le père n'a pas voulu, enfin les parents n'ont pas voulu remettre l'enfant à la crèche, avec des conséquences qui semblent quand même assez graves, dans la mesure où cet enfant était socialisé, c'était son lieu de socialisation. De par ce qui s'est passé avec cet auxiliaire qui n'a pas été vacciné, il y a eu une perte de confiance dans la structure. L'enfant n'est pas revenu pour l'instant.
Une autre question, c'est que l'auxiliaire non vaccinée est en arrêt de maladie parce qu'elle a été cas contact. Et c'est le reste de l'équipe qui assure son job. Et voilà, sa posture empêche un enfant de bénéficier d'une structure qui est spécifique. Il n'y en a pas tant que ça sur Lyon et qui pouvait l'accueillir dans la mesure où son handicap est très important et demande des soins spécifiques qui sont une aspiration trachéale. Voilà, donc ça, c'était pour ouvrir vers l'avenir et vers les questions qui sont probablement encore très nombreuses de la présence des non-vaccinés dans des structures qui ont quand même une prise en charge de personnes qui sont très vulnérables. Voilà. Alors, merci beaucoup, Marie-Hélène. Effectivement, cette histoire, elle nous interpelle et il y a des enjeux, de nombreux enjeux autour de ça, hein. La question de l'obligation des soignants. Qu'est-ce qu'on considère comme un soignant ou comme un accompagnant? En l'occurrence, dans les crèches, c'est pas le même statut que dans d'autres types de structures. Quels sont comment dire, comment on arbitre quand on a un enfant fragile entre les risques et justement ce dont vous parliez en termes de socialisation, en termes de rencontres avec le collectif. Quand on est un soignant, comment on arbitre aussi entre ces choix individuels et puis les risques qu'on fait encourir aux personnes qu'on accompagne ou qu'on soigne. Donc effectivement, là, on a de nombreux enjeux éthiques qui se posent. Et moi, peut-être une question comme ça que je me posais quand vous m'avez raconté cette histoire, mais est-ce que vous savez si au sein de cette crèche, il y a eu un débat? Est-ce qu'il y a eu une discussion? Est-ce qu'il y a eu un échange collectif autour de ce cas et qu'est-ce qui s'est dit? Alors, je ne sais pas si la directrice est là ou pas, parce que je lui avais proposé de venir. A priori, non. C'est la directrice qui m'a transmis la situation, qui était très embêtée. D'après ce que j'ai pu en savoir, c'est que les autres qui étaient toutes vaccinées étaient furieuses, ce qui peut se comprendre, et de la situation, et de l'arrêt de maladie, et de cet enfant qui ne pouvait plus venir, avec un sentiment d'injustice et d'irresponsabilité de celles qui n'étaient pas vaccinées. Merci. Ça pose aussi la question finalement de ces structures d'inclusion en période de crise et des règles qu'elles respectent ou qu'elles mettent en œuvre pour pouvoir accueillir les enfants en situation de handicap. Alors, il me semble que Cyril d'Orléans est parmi nous. Cyril, je ne sais pas si tu nous entends, mais Oui, je suis là, je vous écoute tu as patiemment. participé à tout ce travail et en tant qu'enseignant, justement, je pense que tu peux avoir une parole intéressante à porter justement sur la manière dont on accueille les enfants, les élèves en situation de handicap dans les établissements scolaires. Est-ce qu'on adapte les règles? Est-ce qu'on les adapte pas? Comment on fait justement pour être à la fois dans une logique d'inclusion, mais aussi une logique où on adapte les règles pour pouvoir accueillir ces personnes-là? Eh bien, je vais revenir sur notre première intervenante parce qu'en fait, c'était passionnant. Tout le monde m'entend bien là? C'est bon? Ouais. Je ne sais pas si vous me voyez, je ne me vois pas. Si, ça. Oui, oui, oui. On te Voilà. voit et on Donc, t'entend. en fait, ça résume bien pour moi l'ambiguïté, s'il y a ambiguïté, de cette notion inclusive au sein de l'école et de la manière dont ça s'est, à mon avis, et au retour d'expérience de ce que j'ai vécu et ce qu'ont vécu mes collègues, ça s'est un petit peu réglé au cas par cas. Je suis coordopial de mon secteur, c'est-à-dire que je gère un petit peu les AESH qui sont sur mon établissement. Et à ce titre, je me retrouve dans une posture ambivalente. Je ne suis pas un personnel de direction, je suis un enseignant, mais en même temps, je vois comment ça s'organise dans les rouages des deux côtés. Et donc, je vois un petit peu les difficultés que tout le monde connaît. Notre première intervenante a parlé de classe Ulysse. Ça n'existe pas. L'Ulysse n'est pas une classe. C'est un dispositif. Nous nous battons, je me bats, moi, dans mon quotidien, dans mon établissement, pour rappeler que les élèves sont dans leur classe et non pas fichés dans un dispositif Ulysse.
C'est-à-dire que le petit Jean, il est dans la classe 4e 5, il n'est pas de la classe Ulysse. Et en fait, c'est là que ça se joue. Moi, dans mon établissement, ils n'ont pas vécu ce qu'on a demandé au départ lors de la situation de crise, de les mettre à part, parce que c'est quand même ce qui avait été demandé, justement en arguant qu'on ne pouvait pas les mettre à part, parce que le petit Jean, il est de la 6e 5. On va le mettre où? La classe Ulysse n'existe pas. Elle n'existe pas. Donc, dans mon établissement, on m'a dit, mais comment ça se fait? J'ai dit, ben, regardez, il n'y a pas de classe. Donc, ils ont participé à leur classe. Et donc, il y a eu une inclusion qui a été négociée au regard de ce petit trait sémantique. Mais en fait, non, ce n'est pas un trait sémantique. Il n'y a pas de classe Ulysse. Évidemment, il y a des spécificités. Et à partir de là, je pense que ça a été une négociation de chaque instant de tous les intervenants, avec les arguments que chacun pouvait avoir, que l'inspection et les hiérarchies ont bien voulu entendre. Moi, de mon côté, ça s'est fait avec bienveillance, sincèrement. Je crois vraiment que tout le monde a été à l'écoute et que les élèves en sont sortis grandis. En revanche, je reviens sur ton introduction, où tu disais qu'actuellement, tu avais l'impression qu'il y avait un grand silence. Et tu vois, je l'ai marqué sur la prise de notes que tu as fait, parce qu'en effet, actuellement, on vit un grand silence qui cache certaines souffrances. Hein. Et actuellement, là, cet après-midi, alors moi, je suis prof de PS, on est dans le débat de la semaine olympique et paralympique. Et justement, cet après-midi, on voyait un film avec des élèves valides, dans lesquels il y avait également des élèves en situation de handicap du dispositif Ulysse. Et donc, on a vu le film qui est présenté là, comme des phénix, sur l'aventure paralympique. Et je reviens sur ce que tu disais, parce qu'il y a un élève qui est Ulysse, qui me disait, en fait, le Covid nous a montré que liberté, égalité, fraternité n'existait pas. J'ai trouvé ça violent. Je lui ai demandé de m'expliquer pourquoi il disait ça. Et les élèves étaient plutôt d'accord avec lui. En disant, la liberté, on a bien vu qu'actuellement, ce n'est pas ce qu'on vivait. L'égalité, monsieur, je suis désolé, mais vous voyez bien que ce que je vis, c'est pas ce que vit mon copain à côté, y compris dans l'école, et qu'à ce moment-là, on ne peut pas dire qu'il y a une fraternité. Et donc, je reviens sur tout ce que tu disais sur les enjeux. Les enjeux sont très, très élevés, parce qu'il va vraiment falloir qu'on montre que nos élèves en situation de handicap, ça ne doit pas non plus être tout le temps dans une négociation au cas par cas. Donc, je trouvais que les remarques et l'aventure et ce débat qu'il y avait avec les élèves, on parle d'élèves qui sont au collège, je ne suis pas certain qu'à 13-14 ans, j'aurais pu avoir un discours aussi dur et aussi pragmatique sur ce qu'on avait vécu. Donc, il y aura des traces. Et nous, institutions, il va falloir quand même qu'on se batte pour leur montrer que non, liberté, égalité, fraternité existent. Je n'ai pas d'autre chose à ajouter, si ce n'est que ces deux petites remarques. Merci. Merci beaucoup, Cyril. Effectivement, cette crise, elle a mis aussi l'inclusion au défi quoi, de ces principes et de nos volontés collectives. Donc, en ça a été ça a été très intéressant. Marie-Hélène Boucan, il y a une question pour vous dans le chat. Oui. Oui, une remarque plus exactement de Brigitte Dussault qui nous dit ce n'est pas parce qu'on n'est pas vacciné qu'on transmet le virus. Qu'on ne transmet pas ça, je suis bien d'accord. Mais il y a une étude américaine qui est sortie, je crois, ça fait une dizaine de jours, qui montre la différence de pourcentage de transmission entre personnes non vaccinées et vaccinées. Ça, c'est ma première réaction. La deuxième réaction, c'est qu'il y a du symbolique dedans. C'est-à-dire, elle n'est pas vaccinée, et il y a tout un fantasme du non-vacciné qui, lui, est insaisissable. Mais de toute façon, il y a quand même une différence entre vacciné et non vacciné dans la transmission. Effectivement, peut-être que symboliquement, il y a aussi cette idée du prendre soin. Est-ce qu'on va prendre soin? Et puis de la pathologie aussi de l'enfant à prendre en compte. Effectivement, s'il est trachéotomisé, il est 1000 fois plus sensible à ce virus, à cette maladie, au Covid-19, qu'un enfant
qu'un autre enfant, quoi. Donc il y a cette crainte. Ce qu'on a vu aussi en termes, pour peut-être enrichir le débat sur cette question, mais ce qu'on a vu au début de la crise, c'est que finalement, il y a énormément de personnes, par exemple des parents d'enfants polyhandicapés, qui ont refusé l'accès du domicile à des aides à domicile, à des auxiliaires de vie, qui n'étaient pas équipés de masques, qui n'étaient pas équipés de gants, ni de protection. Et ce n'était pas la responsabilité des auxiliaires de vie de ne pas être équipés. On sait qu'il y a énormément de services à domicile qui cherchaient dans tous les endroits possibles des masques pour équiper leur personnel. Mais de fait, ce n'était pas toujours possible. Et quand les auxiliaires de vie se présentaient à domicile, eh bien, les parents leur fermaient la porte, même si à domicile, ces parents pouvaient nous dire à quel point leur expérience était difficile, à quel point c'était difficile de s'occuper de leurs enfants, à quel point ils avaient besoin d'aide, à quel point ils étaient fatigués. Mais c'est vrai qu'on a déjà vu ce phénomène-là au début de la crise, finalement, une sorte de refus d'aide. Mais ce refus, il faut l'analyser non pas comme une forme de paranoïa, mais aussi comme une volonté de protection de ces enfants. Et à ce moment-là, les parents doivent faire une pesée. Et c'est cette pesée aussi qui a été faite au début de la crise entre les parents qui ont dit bon, bah, d'accord, on laisse notre enfant dans l'hébergement, et puis d'autres, et qui sont aussi nombreux, qui ont dit ah non, moi, mon enfant qui est aujourd'hui hébergé dans un hébergement jour et nuit, non, il va venir chez moi et je vais m'en occuper. Et ça a créé effectivement des situations aussi d'épuisement des parents, d'épuisement des aidants. Mais c'est vrai que c'est après un calcul et un choix qui est fait et qui engage aussi la collectivité. Et c'est vrai qu'il faut réfléchir à ça selon tous les angles, parce que maintenant, cette crèche pourrait réfléchir aussi, je ne sais pas ce que tu en penses, Marie-Hélène, ou je ne sais pas ce que vous en pensez, Cathy ou Pascal, mais cette crèche pourrait aussi imaginer de rester en contact avec ce père de famille, essayer de rendre des services si c'est possible, comme ça s'est produit dans les établissements médico-sociaux pendant la crise sanitaire. Voilà. Oui, mais c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qui a Voilà. été fait. Donc, effectivement, il faut essayer de voir les choses vraiment en panorama, quoi, en 360 degrés pour voir quels sont les services aussi qu'on peut apporter. Pascal, Oui, Cathy, on est toujours entre soit on protège et on est dans l'hyperprotection qui, à la rigueur, vient flirter un peu avec la maltraitance parce qu'on laisse plus du tout l'autonomie à l'autre, soit on est dans la peur panique et on se referme. Et cet équilibre entre les deux, il est très compliqué. En tout cas, c'est un cas d'école. Le cas que vous décrivez, c'est un cas d'école en termes de réflexion éthique. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, Cathy? J'ai vu que vous aviez rallumé votre micro. Oui, c'est presque une bonne conclusion. Ces questions d'équilibre de point de vue, c'est l'essence même de ce qui nous réunit ce soir, ce qui nous a réunis autour de ces travaux. C'est tous les questionnements qu'on peut avoir, le fait qu'il n'y a pas une réponse unique. Ouais. Et qu'il faut compter aussi avec, c'était aussi la question qu'on posait tout à l'heure, il faut compter avec les peurs, avec les craintes, il faut compter aussi, quand on veut être orienté dans l'écoute des personnes, mettre les usagers au centre des dispositifs, prendre l'autodétermination au sérieux, il faut aussi compter sur les craintes que les personnes peuvent avoir, leurs réticences. Voilà. C'est sûr que c'est des choses qu'il faut écouter, qu'il faut interpréter, dont il faut parler avec eux. Voilà, ça fait partie aussi de cette démarche de mettre la personne au centre. Et j'ai l'impression que ce que fait Pascal Jacob avec Handifaction, c'est ça aussi. C'est savoir écouter les médecins en disant bon, quel est le frein dans l'accès aux soins des personnes en situation de handicap? Ah, le frein, c'est une méconnaissance. Le frein, c'est une crainte. Le frein, c'est que ça prend beaucoup de temps, etc. Il faut savoir écouter ça. Et ensuite, trouver des réponses qui sont adaptées à ces paroles
à ces remarques, à ces freins? Pardonnez-moi, j'ai été obligé d'interrompre. Allô? Tu Oui, m'entends? oui, Pascal, on t'entend très bien. Oui, pardonnez-moi, j'ai été obligé de m'absenter parce que j'ai été contacté par téléphone pour des personnes en difficulté aujourd'hui. Je voudrais simplement, je n'ai pas entendu tout à fait ta question. Et si tu veux, moi en tout cas, par rapport à ce que j'ai entendu avant l'appel téléphonique, je voudrais vous dire que visiblement, quand nous sommes face à des gens démunis, nous avons des situations qui ne fonctionnent pas bien. Et c'est là où il faut créer une capacité d'écoute. Écoute, moi, je dois vous avouer que le dialogue que j'ai eu avec Noémie Nolot, le dialogue que j'ai eu avec un certain nombre de personnes et de personnes vivant avec un handicap m'ont montré que le Covid les a fait beaucoup mieux maturer. Elles se sont. Une personne m'a dit, et je m'en rappelle, il s'appelle Julien. Julien m'a dit, ben, pendant cette période, on est beaucoup plus les uns comme les autres. C'est-à-dire que tout le monde est dans une situation d'angoisse et de difficulté. Et c'est le moment d'une écoute et d'un partage. Et moi, je dis aujourd'hui, ça serait dommage qu'on perde ça, parce que ce partage de l'angoisse, ce partage de la peur, ce partage de la situation est aujourd'hui une manière formidable de progresser dans son métier, de progresser dans son accompagnement et de reconstruire la liberté de chacun en écoutant et en répondant à ce qu'attendent les personnes. Et je dois vous avouer que plus nous avançons dans ce domaine, plus cet énorme événement qu'a été le Covid, qui malheureusement n'est peut-être pas encore terminé, a été une prise de conscience qu'il ne faut absolument pas éteindre. Eh bien, c'est une très belle conclusion, Pascal. Merci, merci à toi. Marie-Hélène, est-ce que vous voulez nous dire quelques mots de conclusion? Non, non, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit et avec cet équilibre. Voilà, je pense qu'il y a aussi les représentations qui jouent dans la dimension 3D. Voilà, qui ne sont pas les mêmes quand on a eu le Covid, quand un voisin l'a eu, quand on a perdu quelqu'un, et c'est aussi une dimension qu'on ne perçoit pas encore vraiment très bien. Mais voilà, moi j'ai eu un Covid grave, j'ai été hospitalisée plus d'1 mois. J'ai pas la même représentation que ma voisine. Ben, merci beaucoup, Marie-Hélène. Merci à tous les intervenants. Merci Pascal, merci Marie-Hélène et Cathy, et puis Caroline Abel aussi, qui était parmi nous et qui n'a pas pu rester. Alors, une dernière parole de Brigitte Dussault. Comme vous avez cité et que j'ai trouvé intéressant, je cite: la communication avec les personnes fragiles s'est révélée être une forme de soin, d'attention à l'autre et de considération. Oui, effectivement, cette communication, elle a été centrale, effectivement, pour à la fois rassurer, informer, pour suivre, pour accompagner. Donc oui, cette communication, vous le verrez dans le document repère, a été absolument centrale. Ben voilà, je vous remercie beaucoup pour ces échanges. Je pense qu'on a encore beaucoup de choses à se dire. N'hésitez pas à aller récupérer le document repère, et puis nous organiserons prochainement d'autres conférences sur le thème de la communication. On organise justement une conférence à l'Espace Éthique Île-de-France le 9 février. Donc
voilà, pour répondre à votre question. Et je vais vous mettre le lien dans le chat si ça vous intéresse. Donc, je vous dis à très En tout bientôt. cas, aussi, merci à toi. Merci à toi d'avoir organisé à merveille. J'ai trouvé que l'ambiance était plutôt assez sympa et je dois te dire que j'ai beaucoup encore appris à vous écouter. À très bientôt. Bonne soirée. Merci Merci beaucoup, Sébastien, Sébastien. merci Merci à à tout le monde. tous. Au revoir. Au revoir.